Bonjour à vous, merci de m'avoir invité gentiment à venir présenter une part importante de mon métier. Donc, je m'appelle Gilles Salito, je suis ici conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de l'Oise et ça fait maintenant 17 ans que je fais du conseil en agriculture biologique. Alors, l'agriculture biologique, elle fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une agriculture qui, dans son évolution, va maintenant très rapidement, y compris dans notre région, développer des surfaces nouvelles, des acteurs nouveaux. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé la bio, j'ai l'impression de parler de choses interdites pour beaucoup d'agriculteurs. C'était ah bon, vraiment, puis tiens, on va parler de ce que tu fais, oui. Et puis désormais, j'ai envie de dire, on est de plus en plus sollicité pour apporter éventuellement des regards différents. Je travaille dans une équipe où la plupart de mes collègues font du conseil en agriculture conventionnelle. On est désormais intimement convaincus que l'agriculture biologique apporte aussi des repères nouveaux pour l'agriculture du plus grand nombre. Je collabore très fréquemment à des documents, des rédactions de notes techniques sur les usages alternatifs et ainsi de suite. Voilà, donc c'est aussi quelque part important de pouvoir le dire. En France, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est que désormais, on est passé en 5 ans de 1 à 2 millions d'hectares concrètement cultivés en bio, et à peu près 7,5% de la surface est concernée par une production biologique. Ici, donc, nous sommes dans une région qui est considérée comme une région relativement riche, et force est de constater, c'est que le développement, le boom de la bio qui a eu lieu dans les années 2010-2015, un petit peu partout en France, il se voit, il se vérifie désormais, mais avec un certain temps de retard, puisque on voit, nous sommes à peu près à 1000 fermes biologiques ici en région Hauts-de-France, et ça représente un peu moins de 2% de la SAU. Donc on est quand même très en retard. Si vous voulez atteindre la moyenne nationale, on multiplie par 3 le nombre de producteurs, en sachant que la moyenne nationale aussi évolue, donc on part de relativement loin. Et pourquoi? Pourquoi concrètement? La raison était assez simple, c'est qu'on est dans une région où il y avait un certain nombre de cultures qui étaient dites des cultures de rente industrielles, pour lesquelles il n'y avait pas de débouché en agriculture biologique. Un exemple tout simple, la betterave sucrière. Clairement, on importe le sucre des dom-tom, des territoires d'outre-mer, c'est du sucre de canne, et désormais, depuis 1 an, les sucriers, les grands groupes sucriers s'intéressent à l'agriculture biologique avec la question qui est de dire, voilà, le volume augmente et la demande augmente de manière telle que désormais, il nous faudra aussi pouvoir assurer une certaine autonomie en sucre biologique produit à partir de la betterave sucrière. Et la réglementation en agriculture biologique, concrètement, oblige une certaine cohérence dans les exploitations, et c'est vrai qu'abandonner la culture de la betterave sucrière, qui a longtemps été considérée comme une culture de rente pour l'agriculteur qui en disposait, pouvait paraître représenter un risque important au regard de l'évolution de son entreprise. J'ai envie de dire, depuis quelques années, la betterave sucrière, ça n'est plus ce que c'était, c'est ce que disent les producteurs. Les prix ont considérablement évolué à la baisse, et désormais on a un regard qui est aussi, dans un contexte général, plus ouvert pour se dire pourquoi pas la bio chez moi, puisque de toute façon, les cultures pour lesquelles je suis rémunéré sont en général avec des prix qui sont désormais relativement bas, y compris pour la betterave sucrière. Ce qui peut être assez surprenant, c'est que les conversions qui se faisaient il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé en bio, se faisaient sur un pas de temps qui était de l'ordre de 7, 8, 9, 10 ans. On passait une exploitation de 20, 25%, jusqu'à 100% en bio. Et désormais, on a des agriculteurs qui nous disent non, nous n'avons pas le temps. On est pressé, c'est une nouvelle génération. Concrètement, la bio, c'est tout ou rien. Donc si vous venez chez nous, on discute de la conversion totale de l'exploitation. Alors j'avoue que, quelque part, le conseiller technique que je suis, qui est agronome, me dit quel profil d'agriculteur j'ai en face de moi. Est-ce que cet agriculteur est armé ou pas pour pouvoir faire face à ces changements, en sachant que les gens qui ont commencé il y a 15 ans, bien, ils ont profité largement de cette période dite de conversion progressive pour essayer aussi quelque part de caler leurs pratiques sur des repères nouveaux. Et vraiment, l'enjeu pour les gens qui se convertissent maintenant de manière très rapide, ça va être concrètement de bien comprendre très rapidement quels vont être les tenants et les aboutissants de la réussite. Et c'est vrai que quand on fait de l'appui aux producteurs, on a le sentiment au départ d'apporter énormément d'informations à ces agriculteurs
probablement trop, plus qu'ils ne sont capables quelque part d'en assimiler, et puis très rapidement, mais il est important d'aller revoir ces producteurs pour leur dire, écoutez, il y a telle et telle chose qu'on avait plus ou moins imaginé, comment ça se passe, et comment concrètement on peut essayer de remettre un petit peu les exploitations quelquefois sur des rails. Il y a une chose assez simple cette année, un phénomène dont on imaginait qu'il allait pouvoir se passer, c'est qu'à force d'avoir des conversions importantes, et maintenant en région nord France, on a maintenant des volumes de production dans les phases de conversion. Vous savez qu'on n'est pas bio du jour au lendemain, il faut 2 ans concrètement pour la 3e récolte qui est une récolte bio. Les 2 premières années sont dites des années de conversion, ou c'est peut-être entendu parler. Et là, on est concrètement cette année dans une conjoncture assez particulière. Depuis 2-3 ans, j'écris dans les études de conversion des agriculteurs qui me sollicitent. Attention, il est possible qu'un jour ou l'autre, cette période dite de conversion, allait faire face aussi à une situation d'excédent potentiel avec une chute des cours. On est en train de connaître cette année cette, entre guillemets, dépression liée à un volume important. Et le volume est d'autant plus important que les producteurs du nord de la France ont des résultats techniques qui sont évidemment bien meilleurs que les résultats techniques qu'on peut retrouver dans le sud de la France. Dans le département de l'Oise, par rapport à la région, on est un petit peu leader sur les grandes cultures. Et ça s'explique peut-être d'autant plus qu'on a des exploitations relativement grandes, avec pour certaines exploitations des conversions qui se font sur des surfaces aussi relativement conséquentes. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Un chiffre qui est quand même relativement intéressant, et aussi porteur d'espoir, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle l'observatoire des installations aidées, observatoire géré en partie par les organismes professionnels agricoles dans chaque département, 16% des porteurs de projets, concrètement à l'installation, se disent intéressés par un projet de conversion et de mise en place d'une production biologique sur leur exploitation. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais jeune conseiller agricole, l'agriculteur qui s'installait était dans la société du modèle. Son objectif, très rapidement, c'était de montrer qu'il était capable de faire autant de rendement que papa. Désormais, vous avez des agriculteurs qui viennent me voir, qui me disent, écoutez, mon exploitation, en l'état actuel, si elle n'a pas une part de bio, elle n'est pas suffisamment séduisante pour mes enfants, ils ne reviendront pas travailler avec moi. Donc je connais des agriculteurs qui m'ont sollicité pour faire des projets de conversion avec l'idée qu'il fallait préparer l'exploitation vers une mutation. Ce n'était pas forcément 100% leur choix, mais que cette condition était importante pour que l'entreprise évolue. Donc les enfants, désormais, quelque part, sont en mesure aussi d'infléchir assez fortement sur l'orientation de l'agriculture. Et là, derrière tout ça, je pense que comme moi, on imagine bien que les attentes sociétales sont relativement fortes et sont désormais peut-être davantage prises en compte qu'elles n'ont pu l'être toute une époque. Pour autant, ces fabricants d'aliments du bétail disent le jour où les opérateurs en œuf auront satisfait plus ou moins leurs besoins, on ne va pas imaginer qu'on ira au-delà des besoins tels qu'ils se seront exprimés. Il y a pour autant des cultures pour lesquelles les débouchés sont importants et pour l'instant non couverts, c'est notamment la question du légume de plein champ. Actuellement, on manque de manière quasiment systématique de la plupart des grandes productions pour lesquelles la commercialisation, justement la mise en marché s'arrête quelquefois dans le courant d'hiver quand il n'y a plus de carottes. Concrètement, on arrête la commercialisation de carottes, donc ça peut avoir des répercussions importantes sur l'évolution du marché. Et le nombre d'opérateurs qui arrivent est de plus en plus conséquent, donc c'est aussi quelque chose qui est plutôt intéressant pour le producteur qui va pouvoir diversifier ses partenaires économiques. Je pense que c'est une clé importante. Je vous ai dit, l'agriculteur bio doit être un bon commerçant. Et pour faire du commerce, pour faire du bon commerce, la plupart des agriculteurs biologiques disent idéalement, il faut avoir plusieurs partenaires en face de soi et pas simplement un acheteur unique, comme ça pouvait être le cas quand on était en agriculture conventionnelle. Les enjeux de la conversion, je pense que ça c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'un bon agriculteur? Un bon agriculteur bio, c'est quelqu'un qui va raisonner à l'échelle de ce système. Vous voyez l'exemple de mon agriculteur, de mes agriculteurs cette année qui viennent juste de se convertir, qui sont face à des problèmes de marché et qui disent l'année prochaine, vous nous avez suggéré de faire 5 ou 6 cultures, il y en a la moitié peut-être qui auront des débouchés incertains, on va rester sur 2 ou 3 cultures.
ça n'est pas ce qu'on appelle raisonner à l'échelle du système. Et s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris au départ quand je suis arrivé auprès des producteurs biologiques, c'est que quand vous discutez avec des agriculteurs conventionnels qui sont dans une salle, que la moyenne du rendement de la région c'est 80-90 quintaux, celui qui fait 5 quintaux de moins, tout le monde regarde et dire mais non, t'es vraiment pas bon quoi. Hein. Moi je peux vous dire qu'en agriculture biologique, quand je fais ce qu'on appelle le même type de réunion qu'on appelle des réunions bilan de campagne, il n'est pas si rare de voir évoquer des rendements qui peuvent aller de 1 à 2, voire quelquefois plus. Cette forte variabilité m'interroge moi en tant que conseiller technique sur quels sont les critères de performance de ces systèmes. Et il est difficile d'admettre que dans une même région géographique, on puisse avoir des résultats de 1 à 2. Cette année, globalement, c'est plutôt une bonne année pour l'agriculture conventionnelle, c'est une bonne année aussi pour l'agriculture biologique. Il y a quand même des agriculteurs qui, quelque part, sont en échec. Et il est important de savoir pourquoi ces gens sont en échec. Et c'est là, quelque part, que l'accompagnement est important, mais pas suffisant. Il faut aussi que l'agriculteur ait des bonnes attitudes pour être autonome dans sa prise de décision, pour pouvoir progresser. Alors, c'est un agriculteur, l'agriculteur bio qui est observateur, qui doit anticiper, et qui est souvent, très souvent en auto-apprentissage. Je pense que ça veut dire quelque chose de fort, c'est que, clairement, il faut analyser ses échecs. Il ne s'agit pas de dire cette année, concrètement, c'est un échec, dans l'année prochaine je fais le contraire, hein, c'est ce qui peut arriver, parce que il peut y avoir aussi des échecs qui sont aussi liés à des facteurs annuels, qui ne sont pas forcément liés à des erreurs. Voilà. Ce qui est important en bio, c'est un système qui repose sur de la diversité. On dit beaucoup biodiversité. Je vais vous présenter une exploitation avec laquelle je travaille. Cette exploitation, voilà, c'était son assolement en 2010. Ça, en 2018, c'est ça son assolement. On va dire, il est fou cet agriculteur, qu'est-ce qu'il fait bon, il avait déjà un tout petit peu d'usage parce qu'il avait un peu d'élevage à l'étang. Vous voyez, donc la part de l'usage qui augmente. Les prairies qui sont devenues des prairies temporaires. Et puis, il fait de l'épeautre lentillon, il fait du pois orge, il fait de l'engrais, du grand épeautre. Il a plus d'une dizaine de cultures dans son enseignement. La plupart des agriculteurs avec qui je bosse comprennent très vite que tous les ans, il peut y avoir un couac. Malgré tout, en étant bon, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Si j'ai un couac sur une culture qui représente 5-10% de mon assolement, ça appelle la même conséquence que si j'ai un couac sur une culture qui représente 40 ou 50% de mon assolement. Tout le monde le comprend bien. Donc souvent il y a une date de conversion qui est le début du mois de mai. Donc, pourquoi? Parce que 15 jours après, les agriculteurs déclarent à la PAC leur engagement et peuvent éventuellement demander des aides à la conversion sur les parcelles en question. Et puis, l'avantage de convertir fin avril, début mai, c'est que 2 années après, par le cahier des charges, si vous semez 2 années après la date de conversion, votre première culture biologique peut arriver. La plupart des agriculteurs que je suis sur le terrain, je veux dire, leur conversion elle se fait sur des périodes, moi j'ai envie de dire, sont au minimum de 8-10 ans. Dans 8-10 ans, votre parcelle évolue. La flore de votre parcelle s'adapte. On ne peut pas imaginer qu'au bout de 2 ans, concrètement, vous ayez atteint un niveau d'équilibre, ce serait complètement, entre guillemets, illusoire. C'est pour ça qu'il est important pour l'agriculteur d'avoir de bonnes règles d'agronomie et très rapidement, quelque part, de pouvoir, entre guillemets, orienter son exploitation avec le sentiment qu'il doit atteindre une certaine sérénité dans sa tête pour pouvoir aussi envisager concrètement l'évolution de son entreprise. Dans le temps, alors j'ai la chance, puisque j'ai un peu d'antériorité, de suivre un certain nombre d'exploitations sur des durées relativement longues. Et donc tous les ans, ces agriculteurs ont fait un petit peu le bilan technico-économique de l'entreprise. Voilà, donc ces entreprises, globalement, au début, elles étaient dans des situations de mixité, c'est-à-dire qu'elles avaient du bio et du conventionnel sur leur exploitation. Puis un jour, pour la plupart d'entre elles sont passées 100% bio. Pour peut-être 100% bio, on ne peut pas demander à l'agriculteur sa référence en conventionnel, donc j'ai pris pour les dernières années les références de ce qu'on appelle le conventionnel. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce qu'on dit à la louche? On dit en bio, on fait la moitié du rendement d'un conventionnel. Et puis, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, évidemment, par rapport aux premières années d'engagement, il y a quand même en bio, il faut être honnête, un effet aubaine
qu'on appelle l'effet des années de conversion. Quand vous passez en agriculture biologique, vous avez quand même un passé, moi j'appelle un passé de fertilisation récent, qui fait que quasiment sans mettre dans les organismes quel que soit, vous avez des rendements qui sont relativement bons. Et puis après, votre sol évolue vers l'équilibre. La dynamique sur céréales est d'abord liée à la disponibilité en azote de votre système de culture. Et force est de constater, c'est que en agriculture biologique, eh bien, les hivers climatiques, on les redoute un peu, c'est quand ils sont excessivement pluvieux, ce qui arrive. L'agriculteur, il sait que globalement, il ne va pas rester beaucoup d'azote en disponibilité sortie-hiver, et que ça risque fort d'être une limite à l'expression du rendement de ces céréales. Cette année, on a mis un hiver plutôt correct, pas trop d'eau. Il a plu au mois de décembre, mais après janvier, février, plutôt des mois secs, donc une bonne disponibilité d'azote. On se retrouve avec des rendements qui sont relativement bons. Et puis vous voyez, les années avec faible disponibilité d'azote. Donc la variabilité est aussi un petit peu liée à ces aspects qu'on maîtrise relativement moins en bio qu'on peut en agriculture conventionnelle. Ceci dit, de dire à cet agriculteur qu'il a fait une erreur de passer en agriculture biologique, vous voyez, l'évolution des rendements aussi en conventionnel interroge un petit peu parce que les agriculteurs conventionnels disent que globalement, la productivité n'est plus tout à fait aussi celle qu'ils avaient il y a 25 ans quand ils avaient aussi d'autres armes pour la protection des cultures. Moi, je vais vous parler beaucoup plus de stratégie. Et donc, je vais me présenter. Bonjour à tous. Yvan Lerberg, agriculteur bio, retraité, à Rosières, au sud du département d'Oise, sur une exploitation de 204 hectares en bio depuis 5 ans. Le changement de l'alimentation d'une part de la population interpelle l'agriculture. Je vais vous présenter deux rapports récents, l'un sur l'alimentation, l'autre sur l'eau. Et après, je vous parlerai d'assurance récolte. L'assiette moyenne des adeptes de produits bio pèse moins lourd sur certains indicateurs environnementaux que celle de ceux préférant une alimentation conventionnelle. Un résultat mis en avant par l'étude BioNutrinet de Solagro dans sa brochure « Le revers de nos assiettes » diffusée par l'association depuis le 15 juillet, l'alimentation des 30 000 consommateurs a été décryptée. Le régime des 20% consommateurs de bio a été comparé à celui des 20% consommateurs le moins. Pour quelle conclusion? Le régime bio entraînerait des consommations d'énergie réduites de 25%, mais aussi 37% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, tout en nécessitant 23% de surface en moins. Les adeptes du bio s'avèrent de leur côté avoir une alimentation nettement plus riche en légumes secs, en fruits à coque, et mangent aussi plus de fruits et légumes, d'huile végétale. L'aspect financier n'est pas oublié. Les consommateurs bio consacrent une part nettement plus importante de leur budget. Vous pouvez le voir, ça représente 1 € par jour. Ça interpelle. Et on voit que la population change. Donc l'agriculture va devoir changer.